Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 13h sur Al24 News. Voici les titres du journal. Stéphane de Mistura en tournée dans la région du Maghreb du 12 au 19 de ce mois en cours. L'émissaire onusien pour le Sahara occidental en mission de relancer le dossier de la dernière colonie d'Afrique. Toujours en Afrique, Mali, CEDEAO, des sanctions qui dévisent et un pays en quête de sortie de crise. Diplomatie. Au cours de sa visite à Riyad, le ministre des Affaires étrangères algérien Ramtala Mamra tient une séance de travail avec son homologue saoudien. Les discussions entre les deux responsables ont achoppé sur la situation sensible dans laquelle se trouve le monde arabe. Le nouvel émissaire de l'ONU. Économie, le cours du baril de Brent a repassé la barre des $83, revenant au plus haut depuis novembre. Nous en parlerons dans ce journal. Le nouvel émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Stéphane de Mistura, doit entamer demain sa tournée au Maghreb. Sa première tournée dans la région dans l'espoir de relancer les discussions sur le dossier du Sahara. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, ONU, a appelé au mois d'octobre les parties concernées par le conflit à reprendre le dialogue sans conditions préalables et de bonne foi. Stéphane de Mistura sera vendredi à Tindouf, une première sortie porteuse d'espoir et attend, selon Saïd Ayachi, président du comité de solidarité avec le peuple sahraoui. C'est une visite d'observation. M. de Mistura va d'abord commencer à écouter les uns et les autres. Donc c'est une visite qui va concerner d'abord les deux principaux protagonistes du conflit, à savoir le Front Polisario et le Royaume du Maroc. Et il va aussi se rendre dans deux pays qui sont intéressés par le conflit en tant que voisins, la Mauritanie et l'Algérie. Donc M. de Mistura fera une visite d'écoute auprès des deux belligérants, le Front Polisario et le Maroc, et de deux pays intéressés par le conflit qui se déroule à leurs frontières, la Mauritanie et l'Algérie. Je crois qu'il faut accorder à M. de Mistura un peu plus de temps. Il va écouter, il va enregistrer la position des uns et des autres, la façon de voir de la recherche de la résolution au conflit des uns et des autres avant d'entamer son véritable travail. Et que Stéphane de Mistura sera samedi à Tindouf. Au Soudan, le membre du Conseil souverain de transition, El-Hadi Idriss, a salué les efforts de la mission intégrée des Nations Unies pour soutenir la phase de transition au Soudan. Soulignons que le gouvernement de transition est satisfait de l'initiative proposée par l'ONU pour parvenir à la stabilité dans le pays. Lors de sa rencontre au palais présidentiel à Khartoum hier mardi, Volker Perthes, chef de la mission, a souligné le souci du gouvernement d'engager le dialogue avec toutes les composantes pour parvenir à une vision unifiée qui garantit une sortie sûre de la crise actuelle. Je vous propose d'écouter la déclaration de Volker Perthes. حدثنا مع دكتور هادي حول العملية. J'ai eu un entretien avec Dr Hadi Idriss sur le processus des négociations politiques, des discussions autour d'une transition pacifique. L'ONU a pris en charge ce dossier pour faciliter les pourparlers entre Soudanais et Soudanaises pour un changement dans le pays. Comme je l'ai déjà précisé hier en conférence de presse, nous, en tant qu'organisation de l'ONU, on ne vient pas avec une feuille de route toute prête ou autre projet peaufiné. Nous vous le disions en titre, quelques heures après la décision de la CEDEAO d'infliger des sanctions contre le Mali pour protester contre la non-tenue des élections comme promis, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni et s'est divisé sur la situation. Précision avec Lila Gertal.
La lecture des communiqués de la CEDEAO et de l'UEMOA donne le sentiment que la complexité de la situation au Mali n'a malheureusement pas été prise en compte. Il est regrettable que les efforts des autorités de la transition aient été ignorés. C'est en ces termes que le président de la transition au Mali a débuté son discours à la nation au lendemain de la réunion de la CEDEAO et de l'UEMOA et des sanctions prises contre son pays. Des sanctions qui, en plus d'être désastreuses pour le peuple malien, déjà dépourvues, sont également source de discorde, de division au sein du Conseil de l'ONU. Car si certains pays, y compris le précaré France-Afrique, semblent soutenir mordicus ces sanctions, sans se soucier de la population malienne, d'autres pays tels que la Russie ou la Chine ne semblent pas du tout partager la même vision des choses. Pour le représentant de l'ONU, l'ONU continuera à œuvrer aux côtés des autorités maliennes et de la CEDEAO pour sortir de l'impasse. Après tout, dira-t-il, le soutien à la transition est bien inscrit au mandat de la MINUSMA. Lors de cette réunion, les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, ont carrément rejeté la transition de 5 ans et soutenu ces sanctions. En revanche, la Chine et la Russie ont plaidé plutôt pour le principe de non-ingérence au Mali. Le représentant russe va même jusqu'à dire que ces sanctions sont irresponsables, laissant ce pays seul livré à son destin et face à tous ces terroristes. Il rétorquera à ses détracteurs que le Mali a le droit de coopérer avec d'autres partenaires, accusant les pays occidentaux de vouloir avoir le monopole de services au Mali. Une déclaration qui résume et révèle on ne peut mieux la complexité de la situation au Mali, qui paye aujourd'hui les dividendes de ses choix, à savoir celui de sortir du giron français et donc par conséquent du giron occidental. Et l'opposition malienne, notamment le cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie au Mali, le Haut Conseil islamique du Mali ainsi que l'Association malienne des droits de l'homme ont regretté les sanctions infligées au Mali par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, tout en appelant celle-ci et l'État du Mali à privilégier le dialogue afin de convenir d'un délai raisonnable pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et de leur côté, les associations religieuses, organisations de journalistes, de magistrats, ainsi que les enseignants et syndicats, nombreux sont les mouvements de la société civile qui affichent leur colère contre la CEDEAO. Les sanctions économiques qu'elle a décidées ne concernent pas les produits de première nécessité, ni les médicaments, le pétrole ou l'électricité, afin de ne pas pénaliser les Maliens. Et différentes franges de la société affirment que ces sanctions sont honteuses et appellent l'ensemble des peuples d'Afrique à se solidariser avec le Mali, déjà en proie à l'insécurité, à la présence des forces étrangères, sans oublier le Covid-19. Plus de précisions avec Tinhinan Makassi. C'est sous couvert de la démocratie limpide et quasi inexistante en Afrique que la CEDEAO a rendu public ses sanctions sans précédent contre le Mali, affirmant, je cite, que seule la transmission des pouvoirs aux civils pourra alléger les sanctions. La CEDEAO est rentrée dans ce jeu institutionnel et elle est au fond conforme avec ses mandats. S'il y a un coup d'État, elle ne peut que dire non, c'est pas normal, il faut qu'on retourne à la vie civile et politique. Et là, les agendas des populations ont été pris en charge par des régimes à caractère militarisé qui ont considéré qu'en Guinée et au Mali, eh bien, sans nécessairement instrumentalisation étrangère, les aspirations populaires devraient avoir préséance sur le dispositif institutionnel et que le calendrier devrait être plus long que ce qu'impose la CEDEAO. Donc, on a effectivement une situation de fait accompli que la CEDEAO ne peut pas accepter, donc elle doit rester sur le principe. Ce n'est un secret pour personne que la transition au Mali est mise à mal. Mais les raisons objectives de ce qui a été qualifié par la presse occidentale d'échec de la transition malienne sont aussi bien réelles, en dépit des tentatives vicieuses de les cacher, en particulier la question sécuritaire et le djihadisme exaspéré par les forces étrangères en présence. Que cette question des forces d'interposition africaines
doit exister. Ce n'est pas aux étrangers de régler le problème, c'est aux Africains. Nous avons les capacités d'avoir une force d'interposition pour juguler ce problème. La question reste posée. À qui profitent ces sanctions? Sont-elles dues à la volonté du Mali de préférer des partenaires économiques beaucoup plus sérieux pour elle, notamment la Chine et la Russie, ou encore l'Algérie qui joue un rôle pivot depuis les accords d'Alger, dans le maintien de la paix et la stabilité dans ce pays? Le Mali, au cœur de l'instabilité dans la région du Sahel et dont le peuple est en ligne de mire, se voit encore une fois acculé par cette expédition punitive de la CEDEAO, qui en plus de se positionner en gendarme des intérêts occidentaux dans la région, balaie d'un revers de main toute velléité panafricaine. D'un côté et de l'autre remet en cause sa légitimité, elle qui a toujours su fermer les yeux sur les dérives des chefs d'État mal élus et a eu l'art de rester atone face au mandat anticonstitutionnel des différents régimes relais africains. Et l'Algérie a exprimé sa pleine disponibilité à accompagner activement le Mali et la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans la voie salutaire de la compréhension mutuelle autour d'une vision solidaire qui sauvegarderait les intérêts supérieurs du peuple malien. C'est ce qu'a indiqué mardi un communiqué de la présidence de la République. Afrique du Sud, après l'incendie qui a ravagé le Parlement au Cap la semaine écoulée, le parquet entend soumettre Zindil Mafé à une évaluation psychiatrique afin de déterminer s'il est apte à être jugé. Le parquet sud-africain a ajouté mardi que le chef d'accusation du terrorisme à l'encontre de l'auteur présumé de l'incendie qui a ravagé une partie du Parlement, la libération sous caution lui a été refusée. Il a été placé en détention provisoire à la prison de Portsmouth jusqu'au 11 février, date à laquelle il subira une évaluation psychiatrique visant à déterminer s'il est apte à être jugé. En restant en Afrique, le parquet militaire du Burkina Faso a annoncé mardi que 8 militaires qui projetaient d'organiser un coup d'État ont été interpellés et placés en détention pour les besoins de l'enquête. Le parquet a souligné dans un communiqué que le 8 janvier 2022, il a été saisi par dénonciation d'un membre de la bande d'une allégation de projet de déstabilisation des institutions de la République que projetait un groupe de militaires. La police judiciaire militaire a ouvert une enquête circonstanciée pour élucider cette affaire et à la date du 11 janvier 2022, 8 militaires ont déjà été interpellés et interrogés pour les besoins de la cause, précise le parquet. Diplomatie au cours de sa visite de travail entamée en Arabie Saoudite, en sa qualité de représentant personnel du président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Amamra, a eu hier soir une séance de travail avec son homologue saoudien, l'émir Faisal Ben Farhan Al Saoud. À cette occasion, le chef de la diplomatie a remis une lettre manuscrite du président Tebboune destinée à son homologue saoudien, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Le communiqué de la présidence de la République enchaîne pour dire que les discussions entre les deux responsables ont achoppé sur la situation sensible dans laquelle se trouve le monde arabe, ainsi que la manière de relever les défis présentement imposés la Ligue arabe et à ses États membres. Il est question dans l'immédiat pour Alger et Riyad, tel que relevé la veille, d'œuvrer de concert pour permettre la réussite du sommet de cette Ligue prévu en Algérie au mois de mars prochain. Une cour allemande doit rendre demain jeudi son verdict au procès d'Anwar Raslan, ancien colonel des services de renseignement syriens accusé de crimes contre l'humanité. Des sanctions qui vont vraisemblablement encore se multiplier. Le gouvernement syrien est la cible de plusieurs actions en justice lancées en Europe, en particulier en Allemagne, où la justice s'est montrée active face aux exactions documentées par des ONG et aux témoignages des rescapés.
Situation pandémique en Algérie où il y a eu 557 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ainsi que 387 guérisons et 14 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. Et ce, d'après le dernier communiqué du ministère de la Santé. Et cette annonce de l'Organisation mondiale de la santé, d'après l'OMS, plus de 50% des Européens pourraient être touchés par ce nouveau variant d'ici 2 mois. L'Europe a enregistré plus de 7 millions de nouveaux cas de Covid-19 au cours de la première semaine de 2022, un nombre qui a doublé en 2 semaines. Et la pandémie continue sa progression fulgurante à travers la planète. 2 ans après l'annonce du premier décès officiel dû au coronavirus en Chine, cependant, l'Agence européenne du médicament, de sa part, prévoit que la propagation fulgurante d'Omicron va transformer le Covid-19 en une maladie endémique avec laquelle l'humanité peut apprendre à vivre. Amal Amzien Zitouni. Le monde est à la recherche de la meilleure réponse à apporter au long terme face au Covid-19. Certains, comme le Québec, adoptent de nouvelles restrictions. D'autres déconseillent le recours systématique aux autotests. D'autres encore estiment la fin de la pandémie. L'Europe est la région qui enregistre actuellement le plus de cas dans le monde, avec plus de 7,9 millions au cours des 7 derniers jours, suivi de la zone États-Unis-Canada avec un taux de 5,6 millions. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 50% de la population de la région sera infectée par Omicron dans les 6 à 8 prochaines semaines. Mais ce tsunami de cas qui frappe ces régions pourrait transformer le Covid-19 en une maladie endémique avec laquelle le monde pourra vivre. Tout comme une simple grippe, et ce grâce à l'immunité collective et la vaccination. C'est ce qu'ont estimé hier des responsables sanitaires américains et européens. Au Québec, et face aux restrictions d'une minorité non vaccinée, le pays a annoncé la création d'une nouvelle taxe touchant uniquement les personnes non vaccinées qui, selon le premier ministre François Legault, viennent engorger les hôpitaux et représentent un fardeau financier pour tous les Québécois. De son côté, le laboratoire Pfizer a assuré qu'une version du vaccin contre le Covid-19 adaptée au variant Omicron sera au besoin prête en mars, tandis que son homologue chez Moderna a évoqué la préparation d'un vaccin similaire pour l'automne. Cependant, combattre la pandémie de Covid-19 à coup de doses de rappel des vaccins actuels n'est pas une stratégie viable, ont prévenu des experts de l'Organisation mondiale de la santé, ces derniers qui réclament des vaccins qui préviennent mieux la transmission. Et la banque américaine JP Morgan durcit les mesures envers ses employés new-yorkais non vaccinés contre le Covid-19. Son président-directeur général Jamie Dimon a annoncé qu'il ne leur verserait plus de salaire alors que l'État de New York est particulièrement touché par la hausse fulgurante des contaminations dues au variant Omicron. Russie-Ukraine, une semaine de discussion s'ouvre entre Moscou et l'Occident sur la sécurité en Europe. Pour revendiquer une place à la table des négociations, les Européens doivent surmonter leurs divisions, en particulier au sein de l'Union européenne, et formuler leurs propres positions en concertation avec les États-Unis. Le principal négociateur russe, Sergei Ryabkov, ministre adjoint des Affaires étrangères, a multiplié les prises de position intransigeantes en amont et a averti que la Russie ne ferait aucune concession sous la pression. Le chef de la diplomatie américaine, pour sa part, Anthony Blinken, a déclaré ne pas espérer une quelconque percée et attend de voir si Moscou choisit la voie de la diplomatie ou celle de l'affrontement. Quant au secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, il dit préparer son organisation à un nouveau conflit armé en cas d'échec des négociations. Situation au Kazakhstan, le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev a annoncé que l'alliance sécuritaire emmenée par la Russie commencera au plus tard dans 2 jours à retirer ses forces du pays. La plus grande ville du pays, Almaty, a été la plus durement touchée par les violences
De nombreux bâtiments publics ont été saccagés et les commerces pillés. Aujourd'hui, la vie reprend peu à peu son cours après une semaine d'émeutes et de violences. L'économie pakistanaise traverse une passe difficile. Islamabad fait face à des difficultés économiques et croissantes et s'apprête à se serrer la ceinture. Pour débloquer un prêt d'$1 milliard du Fonds monétaire international, le gouvernement tente de faire adopter une série de mesures d'austérité impopulaires. Ce prêt s'inscrit dans un programme de $6 milliards passé en 2019, dont les financements avaient été bloqués en raison de problèmes liés aux réformes requises par l'institution internationale. À une année des élections générales, ces mesures pourraient coûter cher au Premier ministre Imran Khan. On reste avec l'économie. Les cours du pétrole continuent sur leur lancée d'hier et atteignent à nouveau des prix soutenus sur les marchés mondiaux. Ce mercredi, peu après l'ouverture, le Brent de la mer du Nord pour livraison en mars a atteint un prix supérieur de $84, soit une hausse de près de 1%. Dans le même temps, la référence américaine West Texas Intermediate pour échéance au février a comme prévu dépasser la barre des $80 avec un baril qui caracole désormais à plus de $81. À noter qu'à l'ouverture, la hausse a dépassé les 3% à Londres et à New York. L'Algérie s'apprête à entamer l'exportation du phosphate dès cette année, selon le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab. L'exploitation effective du phosphore dans la région de Tébessa dans le cadre du projet intégré d'extraction, de transformation et d'exportation du phosphate vers les marchés mondiaux débutera en 2022. Le ministre a indiqué que le projet était en cours de finalisation, précisant que le dossier final sera prochainement soumis au Conseil des participations de l'État pour approbation et mise en exploitation effective avant la fin d'année. Après un fort rebond en 2021, l'économie mondiale entre dans une phase de ralentissement prononcé dans un contexte marqué par les menaces des nouveaux variants Covid-19, mais également par un retour en force de la tendance inflationniste. Un phénomène qui devrait marquer de son sceau l'économie durant l'année 2022. Plus de précisions avec Kherdin Batache. L'inflation, un terme qui est sur toutes les lèvres en ce début d'année. Ce gros nuage qui vient menacer le ciel d'une économie mondiale qui entame l'année 2022 avec tant d'incertitudes et risque de basculer d'une inflation temporaire à une inflation durable. Qu'est-ce que l'inflation ? On parle d'inflation lorsqu'il y a une hausse des prix généralisés, non pas seulement de certains produits. Il en résulte que vous pouvez acheter moins de biens et de services pour une unité monétaire. Inversement, celle-ci vaut moins qu'avant. L'inflation est donc une perte de pouvoir d'achat de la monnaie, mais il convient de la distinguer de l'augmentation du coût de la vie. Elle est évaluée via l'indice des prix à la consommation. Quelle prévision pour 2022 ? Que ce soit en Asie, en Europe ou en Afrique, les prévisions des experts sur le niveau de l'inflation 2022 confortent la thèse d'une tendance haussière qui risque de durer, ce malgré une croissance mondiale qui devrait se normaliser après avoir fortement accéléré en 2021. Dans la zone euro, la Banque centrale européenne table sur une prévision de 3,2% en 2022. Significativement plus haute que la précédente prévision à respectivement 2,2% et 1,7%. Aux États-Unis, la Réserve fédérale américaine a annoncé une inflation de 2,6% cette année contre 2,2% prévue en septembre. En Égypte, les experts s'attendent désormais à une moyenne annuelle d'inflation de 7,3% en 2022. Plus globalement, les perspectives pour les marchés émergents et les économies en développement tournent autour des 4% selon le Fonds monétaire international. Quels seront les facteurs décisifs en 2022 ? Selon les experts, la hausse des prix constitue la grande inconnue de l'équation inflationniste cette année. Outre le variant Omicron et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, des facteurs plus structurels pourraient jouer comme la transition vers une économie plus durable et le mouvement de la démondialisation.
Mais la clé du contrôle de l'inflation sera sans doute l'approche délicate que prendront les banques centrales avec des hausses progressives de leurs taux directeurs. Et pour approfondir un peu ce sujet qui défraye la chronique économique en ce début d'année, nous avons avec nous par téléphone l'expert algérien Abdelrahman Mebtoul. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, comment expliquer le retour à des niveaux inflationnistes élevés en 2021 et qu'en sera-t-il en 2022? Bon, vous savez que selon les experts, il y a à peu près 3 raisons qui expliquent effectivement ce retour à l'inflation mondiale. La première raison, c'est le fort déficit budgétaire et l'endettement des États. Je rappelle que selon le FMI, la dette mondiale a atteint en 2020 un montant de 220 000 milliards de dollars, soit 2 fois le PIB mondial. Quant à la dette publique, du fait des plans massifs, elle a cru de 14% en 2020 par rapport à 2019 pour un montant total de 88 000 milliards de dollars qui approche, disons, le PIB de 2020. La deuxième raison invoquée, c'est le prix élevé de l'énergie qui a un impact sur tous les secteurs. Mais il existe une troisième raison qui ne sont pas invoquées par les institutions internationales, ou très peu, c'est la suprématie de la sphère financière sur la sphère réelle, où jamais les profits au niveau des bourses n'ont été si élevés, creusant l'écart entre le revenu des riches, de plus en plus riches, et des pays de plus en plus pauvres. Donc ça c'est un élément, les 3 facteurs qui expliquent le retour à l'inflation mondiale. Et effectivement, selon toi, la Fed américaine ou la BCE européenne, existe 2 solutions qui peuvent être combinées, soit réduire la TVA à court terme, mais ça a des répercussions sur les recettes fiscales des États. Ça c'est un élément important, soit relever le taux d'intérêt des banques. Justement, professeur, c'est ce que prévoit la Fed pour la mi-2022. Bon, elle est évoquée par... Justement, professeur, est-ce qu'on va faire face au même scénario en Algérie? Et quels sont les moyens de les contrer? Je ne sais pas si vous m'entendez. Comment? Par rapport à l'Algérie, est-ce qu'on va faire face au même scénario en Algérie et quels sont les moyens de les contrer? Bon, les raisons de l'inflation en Algérie, vous savez que le gouverneur de la Banque d'Algérie a tiré la sonnette d'alarme dans la mesure où le taux d'inflation a été de 9,2% en octobre 2021. Moi, j'ai fait des calculs entre 2000 et fin 2021. Selon l'indice de l'ONS, c'est à peu près 100%. Mais n'oublions pas que l'indice de l'ONS n'a pas été réactualisé depuis 2011. Le besoin était historiquement daté. Bon, on peut relever 4 facteurs de raison de l'inflation en Algérie. C'est la non-proportionnalité entre la dépense publique et les impacts économiques et sociaux. Je vous donne un exemple, c'est que on a importé en biens et services, sans compter la dépense en dinars, à peu près 965 milliards de dollars entre fin 2019, avec une recette de devises équivalente à 1000 milliards de dollars, le solde étant les réserves de change au 31/12/2019, et le taux de croissance a été inférieur à 2-3%. Pour 2020, on a eu une croissance négative avec une sortie de devises de 14 milliards de dollars. Bon, pour 2021, d'après le dernier rapport du FMI qui date de 48 heures, bon, on a eu effectivement des recettes équivalentes à 37 milliards de dollars avec des importations en biens de 36-37 milliards de dollars et 7-8 milliards de dollars de services, ce qui fait 44 milliards de dollars. Et le taux de croissance devrait, d'après le FMI, de 2-4%. Surfacturation,
mauvaise gestion, corruption, tout cela effectivement alimente l'inflation. Merci infiniment, La deuxième professeur. raison, c'est la faiblesse de la politique salariale. On a beaucoup plus d'emplois à rente que des emplois à création de valeur ajoutée. Le troisième élément, c'est la dominance de la sphère informelle, qui contrôle effectivement de 50% de la superficie économique de l'Algérie et dont les prix s'alignent sur le cours du marché parallèle. Enfin, la quatrième raison, c'est le dérapage accéléré du dinar. Vous savez que d'après le gouverneur de la Banque d'Algérie, on a dérapé depuis 2013 45% de la cotation du dinar. Comme 85% des matières premières sont importées sans compter les biens de consommation, et on applique la taxe au dinar dévalué à la douane, ça se répercute sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation et donc sur le pouvoir d'achat. Très bien, merci beaucoup, professeur. C'est un cas très spécifique dans la mesure où c'est une économie de nature publique. Merci infiniment, Abdelrahman Mektoul, expert économique. Vous étiez avec nous en direct dans. Merci infiniment pour ces explications. Et on continue le tour de l'actualité internationale d'Atlanta en Géorgie, où il était en visite hier mardi. Le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, a défendu sa vaste réforme du droit de vote des minorités. Rappelons que les nouvelles lois sont toujours bloquées au Sénat. Joe Biden œuvre pour faire changer les règles ainsi que faire passer une réforme électorale. Selon bon nombre d'observateurs, le président américain a pris un sacré risque politique de s'attaquer à cette règle du Sénat, car la majorité présidentielle ne dispose pas d'assez de voix pour imposer le texte et n'arrive encore moins à rallier des républicains favorables à la réforme. On reste aux États-Unis. Un avion de la compagnie aérienne américaine Airlines vient d'être endommagé hier soir alors qu'il faisait escale en Honduras. Et c'est un passager hondurien qui s'est aussi rendu coupable d'un retard de vol. Il s'en est pris à l'appareil après avoir ouvert et endommagé le pendant vol, indique la compagnie aérienne américaine. Le vol 488 devait partir de San Pedro Sula à destination de Miami, mais a été retardé après l'incident chaotique. L'homme a descendu une passerelle et est entré dans le cockpit où il aurait endommagé les commandes de vol et aurait tenté de sauter par la fenêtre alors que les pilotes tentaient de l'arrêter. Des membres d'équipage sont intervenus et l'individu a finalement été appréhendé par les forces de l'ordre locales. Le Consumer Electronics Show 2022 s'est déroulé en session virtuelle et en présentiel. Il a notamment servi de fenêtre sur la technologie de demain avec la présentation de toute une liste d'innovations. Les géants de la tech, réticents au risque élevé de la propagation du Covid-19, ont décidé d'annuler leur participation. De leur côté, les startups, plus à l'aise en milieu ambigu, ont maintenu une très grande majorité leur présente. Détail avec Iman Merad. Le Consumer Electronics Show, le plus grand salon tech du monde, s'est tenu la semaine dernière à Las Vegas, malgré la double pression de l'escalade de la 4e vague du variant Omicron et de l'annulation tardive de certains exposants de marque. La Consumer Technology Association, organisatrice du salon, avait fait le pari de maintenir l'événement en présentiel en imposant des règles sanitaires strictes aux exposants ainsi qu'aux visiteurs, afin de proposer un événement sécurisé et gagner la confiance de l'ensemble des participants. Plus de 2300 entreprises du monde entier étaient présentes. La fréquentation s'élevait à quelques 40 000 participants contre 170 000 en 2020. Dans 1800 médias mondiaux, avec 30% des participants venant de l'extérieur des États-Unis, représentant 119 pays. Le top de ce salon a été la voiture BMW qui change de couleur. Hello there. So nice to meet you. Ameca, le robot de forme humaine le plus avancé au monde, et le vidéoprojecteur de Samsung. La veste Skinetic, quant à elle, a fait sensation. Une veste qui procure aux utilisateurs une nouvelle expérience de la réalité virtuelle immersive, en leur permettant de ressentir des sensations réalistes de chaque interaction dans le monde virtuel. Pluie,
coup de feu ou choc. L'ajout du sens du toucher va révolutionner l'expérience du gaming. Le flop de cette édition est invraisemblablement l'absence du géant Metaverse, qui promettait d'être la star de ce salon. Son attrait a explosé avec l'annonce de Facebook d'y consacrer des investissements massifs. Son absence dans ce salon a donc déçu plus d'un. All right, perfect. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi, Mark. What's up, Mark? Et de la technologie, on passe en sport. Premier match nul de la sélection algérienne en Coupe d'Afrique des Nations qui se tient au Cameroun. Les hommes de Djamal Belmadi, en marge de la première journée du groupe E, n'ont pu faire mieux qu'un petit match nul 0 partout face à un adversaire qui a démontré une solidité défensive, une générosité sur le terrain. Un résultat inattendu pour bon nombre d'observateurs et de spécialistes. Les conditions climatiques et l'état de la pelouse, des facteurs entre autres qui ont joué en défaveur de la sélection algérienne. Même si en homme averti et comme à son habitude, le sélectionneur national Djamal Belmadi a tenu en conférence de presse à endosser entière responsabilité suite à ce match nul. Je vous propose d'écouter le sélectionneur d'Algérie. On ne peut pas dire que ce soit la meilleure des rentrées en matière dans ce tournoi-là. On avait à cœur évidemment de bien démarrer, à savoir au moins prendre le maximum de points. Prestation qui nous met en confiance. Sur l'aspect mathématique, on n'a pas atteint l'objectif. Donc un sentiment évidemment de déception, de frustration. Il y a 48 heures de ça, je l'ai dit, on était agréablement surpris, on est arrivé, on s'était entraîné à l'heure du match. Et on a vu des conditions climatiques très favorables, on était vraiment surpris. Hier, il faisait un peu plus chaud, mais toujours acceptable. Aujourd'hui, les joueurs ont puisé dans leurs réserves, très chaud et très humide. Et c'est ça qui fait le plus de mal, c'est l'humidité, je connais bien ça. Et c'est vrai que cet horaire, il est pour moi inhabituel, vraiment pour les joueurs inhabituel, surtout avec cette température. On m'a dit qu'à Yaoundé, il faisait plus frais qu'à Douala, dans une zone où il y a beaucoup d'humidité. Et je vous dis, ça avantage généralement l'équipe qui est en place, qui défend, qui coulisse, l'équipe qui est censée faire du jeu, donc qui est plus dans des courses à haute intensité, rapides, quoi. Et ben ceux-là sont plus pénalisés par les conditions climatiques. Mais bon, je vous dis, ce discours-là, on le connaît, on le sait. Effectivement, on doit faire avec. Aujourd'hui, on a manqué de lucidité, d'instinct de tueur dans cette surface, parce que c'est un match qui doit finir. On le sait. Si on marque ce premier but, ça peut finir en 2-3-0. Aujourd'hui, l'affaire est réglée. On n'a pas su marquer ce but-là, on a eu des occasions franches, on s'est projeté, on a été dans cette surface de réparation, on a autant d'opportunités à ce niveau-là. Normalement, il doit y avoir un résultat derrière ça, donc c'est ça qui frustre absolument. Déception totale en fin de match nul, qu'il faut leur dire inattendu du staff technique, mais aussi des joueurs de la sélection qui étaient dépités au coup de sifflet final, à l'image de Rami Bensbaïné et Haris Belqabla, qui se sont justement exprimés à ce sujet au micro de notre envoyé spécial au Cameroun, Faisal Salah. Bon, le match, comme j'avais dit, il était très compliqué, c'était très dur. C'est trop chaud, le terrain il n'aidait pas. Mais comme j'avais dit encore, on ne va pas chercher d'excuses. Si on n'a pas marqué, c'est notre faute, c'est qu'on n'a pas été tueur devant les buts. Après voilà, le match il est fini, c'est du passé. On va essayer de revoir avec le coach ce qui allait pas, et bien se reposer, bien se concentrer pour les prochains matchs. Bien sûr, l'objectif il est clair. On est champion au titre, donc on doit tous faire plus pour aller chercher des victoires pour se qualifier, et après aller chercher cette Coupe d'Afrique, c'est l'objectif. Et de l'aspect technique, on passe à un autre aspect journalistique, bien évidemment. Et en direct avec nous depuis Douala au Cameroun, notre envoyé spécial Faisal Salah. Faisal, bonjour.
Bonjour Amine, bonjour à tous les téléspectateurs de Al24 News en direct à Douala. On Bonjour, est devant Faisal. l'hôtel de l'équipe nationale ici à Onomo. J'imagine, Faisal, que le réveil était difficile après cet échec. C'est normal, le réveil était un petit peu difficile pour les joueurs, pour les supporters et aussi pour tous ceux qui sont derrière les Verts parce que tout simplement on a attendu hier l'équipe nationale beaucoup. C'était le premier match face à une équipe de la Sierra Leone. Une équipe de la Sierra Leone que beaucoup ne le connaissent pas. C'est une équipe qui a su revenir quand elle a joué devant le Nigeria 4 buts à 4. Donc c'était une grande équipe aussi, l'équipe de Sierra Leone. Il faut savoir que l'Algérie a joué sans les cadres du milieu de terrain, qu'il s'agit d'Ismaël Benasser et aussi Ramiz Zerouki. Ismaël Benasser était suspendu et Ramiz Zerouki a été blessé. Les nouvelles de l'équipe nationale, c'est que Ramiz Zerouki et Adam Mounès, les absents du match hier, reprendront l'entraînement cet après-midi avec leurs coéquipiers à partir de 15h au complexe de Stadium Japoma. Et pour le reste, pour les joueurs qui sont un petit peu, on va dire, qui ne sont pas encore revenus, ils vont avoir une séance de gym à 14h avant d'aller à l'entraînement. Justement, Faisal, après ce match nul contre le Sierra Leone, quels seraient les choix de Jamal Belmadi et le programme et les prochaines séances? Le programme de Jamal Belmadi est clair. L'entraîneur national, on a vu les réactions d'ailleurs de Jamal Belmadi hier durant le match. Il n'était pas du tout satisfait par rapport au rendement dans son équipe parce qu'il y avait beaucoup d'occasions ratées. Parce que si on compte les occasions ratées, on peut les citer même. L'occasion de Yassine Brahimi face à face au gardien de la Sierra Leone, Camara, qui était élu l'homme du match, il a raté le ballon. Il y avait l'occasion de Sofiane Bendebka que le défenseur a sauvé à la dernière minute. Et aussi il y avait l'action et le tir de Saïd Barrahma, le joueur de West Ham, qui n'a pas cadré son tir. Et sans oublier la dernière occasion de Bardet Bounjah. Donc l'Algérie avait la possibilité de plier le match et Jamal Belmadi l'a dit clairement dans la conférence de presse. Il fallait juste prévu à quelle heure, Faisal, pour débloquer la situation. La séance d'entraînement, Faisal, elle est prévue à quelle heure? Est-ce que vous êtes avec nous? L'entraînement, alors il y a à 14h, l'équipe nationale elle sera dans une séance de gym pour la récupération et à partir de 15h, le bus qui est derrière moi, il va prendre, on va dire, la direction du complexe de Stadium Japoma, l'annexe. À partir de 15h, il y aura l'entraînement qui sera fermé pour la presse. Merci infiniment, Faisal Salah. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial au Cameroun. Merci pour ces explications. Et toujours dans la même compétition, hier, deux autres rencontres ont eu lieu relevant du groupe E. L'Égypte s'est inclinée lors de sa première sortie face aux Super Eagles nigérians, 1-0, et qui prennent du coup seuls la tête de ce groupe avec 3 points. Sachant que l'autre match du groupe entre le Soudan et la Guinée-Bissau s'est achevé sur un score vierge. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous allez trouver le bulletin météo avec Amal Amezia Zitouni. Excellent après-midi à tous.